Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 débat. Impossible de les rater dans les librairies et les cahiers de vacances ont fait leur apparition il y a quelques semaines, destinés à maintenir ou conforter les apprentissages de l'élève. Ils connaissent un grand succès tout en étant controversés. Alors doit-on obliger les enfants à faire des devoirs pendant les vacances d'été ou bien faut-il les laisser se reposer et s'amuser? C'est le thème du débat du jour. Avec moi en plateau, Julie Denizane, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure des écoles en élémentaire à Poissy. Vous êtes également élue au sein du SGEN CFDT 78, c'est le syndicat général de l'éducation nationale. À vos côtés, Michael Tan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la FCPE 78. La FCPE, c'est la Fédération des conseils de parents d'élèves. En face de vous, Manuela Afonso-Cancel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de la PEP à Montigny-le-Bretonneux. La PEP, c'est la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Merci à tous les trois d'avoir accepté l'invitation. Alors, les vacances estivales vont débuter dans quelques jours. Depuis plusieurs années, ces vacances riment bien souvent avec cahiers de vacances. Un rapide tour de table, que pensez-vous de ces cahiers? Je commence par vous. Moi, je ne suis pas contre. Mais je n'oblige rien. Il n'y a aucune obligation, à mon sens. Ça rassure les enfants, ça rassure les parents. Et puis, moi, je le prends plus comme un moment de partage avec les enfants et un moment de plaisir à partager entre les parents et les enfants. Alors, on en parlera bien sûr en détail tout à l'heure. Michael Tan, que pensez-vous de ces cahiers de vacances en tant que parent? Alors, en tant que parent, en fait, il faut voir à quoi ça se rapporte. Je pense que c'est une envie de réussite de la part des familles. Donc, elles souhaitent à ce que les enfants réussissent. Et donc, il faut se poser la question de savoir si ces cahiers sont adaptés au fait de permettre cette réussite. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments qui montrent que c'est très dépendant de la façon dont on les utilise. Et puis, il faut voir aussi que ce temps-là, sur les cahiers, se fait sur un temps de vacances. Et donc, voilà, je vais laisser peut-être parler. Oui, Manuela Afonso, votre point de vue sur ces cahiers de vacances? Alors, en tant que maman, pour moi, ces cahiers, c'est quelque chose d'intéressant pour pouvoir partager un temps avec son enfant, le stimuler, mais il faut toujours que ça reste à la demande de l'enfant, ou alors que ce soit fait de manière intelligente, c'est-à-dire vraiment pour le remettre dans une dynamique d'apprentissage en vue de la rentrée scolaire. Mais un enfant a quand même besoin de profiter de ses vacances. Alors, Océane Bazir et Audrey Chailloux sont allés justement demander aux Saint-Quentinois ce qu'ils pensaient des devoirs de vacances. On regarde. Il faut que les enfants gardent le rythme et qu'ils continuent à travailler. Voilà. Après, c'est bien d'avoir du choix individualisé. Par rapport à certaines difficultés d'enfants, pour avoir peut-être un choix et une recommandation de l'école. S'ils en ont besoin, il faut qu'ils soient un petit peu volontaires. Il ne faut pas que ça soit la croix et la bannière pour les faire travailler, quoi. Mais effectivement, s'ils en ont besoin, il faut inciter un petit peu et puis voir si ça accroche, quoi. Il ne faut pas non plus que ce soit le rythme scolaire de toute l'année, mais il faut les maintenir en forme. Comme moi je suis de la vieille école, je suis plutôt pour les cahiers de vacances, mais je ne veux pas non plus que ça soit imposé. On peut le faire qu'1 heure par jour ou à des moments creux de la journée où on n'est pas trop occupé, mais il ne faut pas que ça devienne non plus une corvée. Alors, une réaction, ça vous a fait sourire, Julie Denizane? Oui, moi ça me fait sourire parce que j'ai fait ma réunion de parents d'élèves il n'y a pas longtemps pour remettre les livrets, puisque c'était vendredi dernier. Et justement, c'est ce que j'ai conseillé en fait à tous mes parents d'élèves. C'est-à-dire que, en plus, moi je suis enseignante sur un CE1 dédoublé, donc j'ai la nouvelle mise en place pour aider les enfants à apprendre mieux, en tous les cas, la lecture et les mathématiques. Et moi, je trouve que c'est important et c'est ce que je conseille, qu'il y ait une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi, parce qu'on sait que les temps d'apprentissage sont différents chez les enfants et que souvent ils apprennent mieux quand même le matin et il y a un pic qui revient en fin d'après-midi. Et je suis relativement d'accord, c'est-à-dire que si vous demandez à un enfant ou même à un adulte d'arrêter toute activité qu'il est habitué à faire pendant plus d'1 mois, là, c'est très difficile de se remettre dedans et je pense qu'un enfant, surtout en élémentaire, il est rythmé par des rituels. Nous, en classe, c'est très ritualisé. On fait régulièrement les mêmes choses aux mêmes heures. Et si vous coupez ces rituels-là, vous n'aidez pas l'élève dans l'apprentissage. Donc, je pense que c'est important, effectivement, qu'il puisse garder ça, surtout de la lecture. La lecture et un travail d'écriture, parce que c'est kinesthésique et vous perdez très très vite l'habitude d'écrire, les mouvements d'écriture quand vous êtes enfant. Vous parliez justement de la durée des vacances, elle dure
un peu moins de 2 mois. Justement, est-ce que finalement ces vacances, je m'adresse aux parents, est-ce que ces vacances ne sont pas trop longues ? Trop longues, non, parce que les enfants prennent quand même beaucoup de mois d'apprentissage auparavant. Après, elles deviennent longues dans le sens où l'enfant finit par s'ennuyer après avoir fait le tour de ses activités prévues. Et c'est là justement que prend le sens du cahier de devoirs et de ce que je vous disais tout à l'heure, la remise en condition intelligente, c'est-à-dire que là, pour le coup, l'enfant va réclamer à être occupé, à être stimulé, et là, il va être dans de bonnes conditions pour retravailler. Par contre, je suis un peu gênée avec le terme devoir de vacances. Ce terme me dérange. Le terme devoir ? Oui, le terme devoir me dérange. Déjà, c'est une antinomie. On ne peut pas être en vacances et avoir des devoirs. Enfin, c'est pas logique. Et puis, pourquoi est-ce qu'il faudrait devoir faire quelque chose pendant qu'on est sur un temps de repos ? Michael Tan, vous partagez cet avis ? Alors, donc sur la question du temps, le calendrier, là, nous, on considère que, effectivement, peut-être, ce serait mieux de revoir les calendriers, que ce soit sur la journée, sur la semaine et sur l'année. Et donc, probablement, faire en sorte que ces vacances soient plus courtes, mais mieux espacer le temps, puisqu'effectivement, le temps des élèves français est très concentré, en fait. Et dans d'autres pays, ça l'est beaucoup moins. Voilà. Donc il y a cette question-là. Sur la question de la répartition école et hors de l'école, les parents sont membres de la communauté éducative. Donc, ce sont des co-éducateurs. Et donc, on fait chacun une partie du travail, on a chacun un rôle dans l'éducation de l'enfant. Et donc, à partir de ce moment-là, le parent a des compétences différentes et un rapport différent avec l'enfant par rapport aux enseignants. Et donc, on peut amener un tas d'autres choses. Et donc, je pense qu'il faut jouer sur cette complémentarité et pas considérer que le temps de vacances, c'est juste un temps où on doit réviser ce qu'on a appris en classe. L'éducation, c'est bien plus large et la réussite est bien plus large que la réussite scolaire. Et l'éducation est aussi bien plus large que le temps de l'école et de la scolarité. Alors, un enfant qui a eu beaucoup de lacunes, on va dire, durant l'année scolaire. Julie Denizane, est-ce qu'il faut quand même, pendant ces vacances, alors peut-être pas le mois de juillet, mais peut-être le mois d'août, il faut quand même pour ces élèves-là, par exemple, qui ont un peu plus de lacunes que les autres, il faut quand même en fait un temps de révision. Comme vous venez de le dire, chaque personne a son rôle à jouer. Et 2 mois de vacances pour un enfant qui a des lacunes, s'il n'a pas un papa et une maman qui sont capables de l'aider, ça servira pas à grand chose, j'ai envie de vous dire, parce que moi je suis quand même dans un secteur où j'ai beaucoup de parents d'élèves qui ne peuvent pas du tout aider leurs enfants dans le domaine scolaire. Maintenant, moi je pense que les cahiers de vacances, ils sont justement là beaucoup, surtout pour les enfants qui aiment l'école, qui, comme je dis souvent, ces enfants-là finalement qui sont le plus demandeurs, notamment pour acheter des cahiers de vacances. Ils ont faim, c'est comme ça que je le dis avec mes mots à moi. Parce qu'ils adorent ça, en fait, ils adorent apprendre, ils adorent lire un documentaire, ils adorent faire des exercices, ils adorent venir vous montrer le résultat et ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Les enfants qui sont en difficulté, ils sont en difficulté pour beaucoup de choses et notamment par rapport à ce que je vous disais, des fois, juste rentrer dans l'écriture, c'est juste une horreur pour ces enfants-là. Rentrer dans la lecture, c'est très difficile et très compliqué. Quand on est en échec, il y a des raisons. Et c'est ces raisons-là qu'il faut aller travailler, donner le goût de la lecture, donner le goût de l'instruction, aller faire des musées, des visites, des sorties. Moi, il y a d'autres moyens finalement pendant les vacances pour stimuler justement les connaissances plutôt qu'un cahier de vacances. Moi, j'ai essayé de stimuler mes élèves en leur donnant tout le travail de l'année et en leur demandant de faire ce qu'on a fait tout au long de l'année scolaire, de jouer à la maîtresse avec leurs poupées, de reprendre le travail qu'ils avaient fait toute l'année. Comme c'est ce qu'on a fait en classe. Ils vont s'auto-corriger, ils vont repasser derrière ce qu'on a déjà fait ensemble avec un autre crayon et ils ont le droit de mettre leurs annotations puisque ce sont leurs fiches.
selon vous, il y a d'autres aussi moyens justement que ces cahiers de vacances pour stimuler. Donc vous parlez de musées notamment, par exemple. Il n'y a pas que ça. Il va y avoir d'emmener l'enfant voir un musée, c'est bien, mais ça reste de la stimulation passive. Là où ça peut être intéressant, ça peut être de lire une recette de cuisine, de calculer des quantités. Pourquoi pas essayer de mémoriser des parties de France sur une carte routière. Il peut y avoir tellement de petites actions qui peuvent être faites pour stimuler et l'intelligence, la réflexion et la créativité de l'enfant qui ne seront que bénéfiques pour la rentrée scolaire. Après, je ne suis pas professeur, je n'ai pas d'expertise particulière dans ce domaine-là, mais en tant que parent, c'est là que le rôle d'éducateur prend tout son sens. C'est de continuer dans une démarche vraiment de continuité avec l'année scolaire, à stimuler l'enfant, mais sans que ce soit une charge intellectuelle pour lui, sans qu'il ait l'impression d'être derrière son bureau avec son cahier, son crayon, et vraiment partir dans d'autres formes d'intellect. Alors, il existe aussi des cours de soutien tout au long de l'année. Il y a aussi des cours de soutien spécifiquement pendant justement les vacances d'été. Vous en pensez quoi, de ces cours de soutien? Est-ce qu'il faut... Alors, la question qu'on peut se poser, c'est que si l'enfant a des difficultés, il faut se poser la question de savoir pourquoi il les a. Effectivement, il peut avoir des besoins particuliers liés à un handicap ou même à une précocité. On s'aperçoit, nous, beaucoup dans les commissions d'appel, donc des enfants qui se retrouvent à vouloir soit sauter une classe, soit redoubler, ou ne sont pas d'accord avec l'école sur ce que l'école prévoit pour eux, que en fait, ces enfants n'ont pas été accompagnés comme il le fallait. Par exemple, pour un handicap, un certain nombre de choses n'ont pas été mises en place. Je vais dire des mots barbares. Parfois, le PAP n'est pas appliqué, le PPRE. Il y a un certain nombre de... PPRE, vous pouvez préciser. Alors, c'est le plan particulier de réussite éducative, si je ne dis pas de bêtises. Donc, en gros. Il faut se poser la question de savoir comment accompagner l'enfant. Plutôt que ce serait un peu comme un médecin qui déciderait de donner du sirop juste parce que quelqu'un tousse. Je pense que c'est important d'analyser. Et pour ça, vous avez des personnes qui peuvent vous aider dans l'école, notamment l'enseignante, mais pas uniquement parce qu'elle a un regard. Il y a aussi notamment les psychologues scolaires, les médecins scolaires, et puis aussi les autres parents qui ont un peu d'expérience et qui peuvent vous aider à prendre du recul par rapport aux difficultés de vos enfants, parce que souvent ça stresse beaucoup les familles. Et il arrive parfois aussi que les deux parents n'aient pas le même, selon leur vécu avec l'école, n'aient pas le même ressenti par rapport à cette difficulté. Et donc, voilà, je pense qu'il faut être un peu plus large que juste être dans mettre un sparadrap dessus. Parce que la personne qui va faire ses cours supplémentaires comme ça, eh bien, il n'y a aucune liaison avec l'école d'origine. Et donc, à mon avis, l'efficacité est moindre que si vous investissez dans le fait de bien comprendre quelles peuvent être les problématiques. Julie Denizen, donc dans quelques jours, c'est les vacances. Vous avez donné des exercices aux élèves qui le souhaitaient pour... Je ne leur ai pas donné, je leur ai conseillé. J'ai dit aux parents qu'effectivement, il fallait qu'ils poursuivent, en fait, s'il c'était possible, dans la mesure du possible, que je leur demandais au moins un travail... d'écriture, c'est-à-dire qu'ils écrivent ce qu'ils ont fait la veille, qu'ils racontent leur journée, type journal intime, voilà, qu'ils le dessinent. Parce que je me suis rendu compte aussi qu'on demande tellement aux enfants d'apprendre à lire et à écrire tôt qu'on oublie de leur apprendre à dessiner. Et que moi, j'avais des élèves qui dessinaient encore des petits bonhommes comme en moyenne section cette année. Donc c'est pour montrer aussi que c'est également un moyen d'expression. Et je leur ai surtout conseillé la lecture. Donc que ce soit sous forme de journaux, de bandes dessinées, tous les types de livres qu'on a pu voir cette année. Et je leur ai demandé effectivement de ne pas jeter les travaux qu'on avait fait cette année, parce que c'était un jeu avec mes élèves à chaque vacances, qu'ils le reprennent. Je donne toujours la possibilité de corriger une deuxième fois.
Je corrige, on fait un exercice ensemble, je le corrige et ensuite je donne la deuxième chance avec une couleur d'un autre crayon. Un crayon d'une autre couleur, je vais y arriver. Et du coup, je leur ai demandé de faire la même chose avec leur fiche de travail pour les vacances d'été, qui n'étaient pas obligés d'acheter un cahier, mais que si vous voulez le faire, par contre, il y a souvent des petits textes sur les sciences, sur des petites choses qui peuvent être intéressantes. Oui, finalement, c'est ludique aussi. C'est ludique. Ces cahiers. C'est ludique et puis c'est surtout un moment de partage parce que l'enfant n'y arrivera pas forcément tout seul. Il a besoin de l'adulte suivant l'âge qu'il a pour pouvoir l'accompagner en tous les cas dans la compréhension des consignes qui sont demandées par l'exercice. Alors cette émission touche bientôt à sa fin. On va commencer à conclure. Je me tourne vers vous, Manuela François. Alors est-ce qu'il faut mettre des cahiers de vacances dans ses valises cet été ? Mettre des cahiers de vacances dans ses valises si on en a envie, si on voit que l'enfant en a envie surtout, et à la limite si on n'a pas prévu beaucoup de choses, mais bon, généralement on fait confiance aux parents, faire des activités avec leurs enfants, ça reste une priorité pendant les vacances, et je pense que tous les moyens seront bons pour les aider. Et puis on reverra le cahier de vacances sur la fin du mois d'août pour se préparer en attendant de retrouver la maîtresse. Gaëtan ? Alors, il y a un rapport du Haut Conseil à l'évaluation de l'école de 2004, donc il est plutôt... il date, mais de ce que j'ai pu lire, il y a des choses intéressantes justement sur cette question-là, et qui montrent que ça dépend vraiment des enfants et de la façon dont on les utilise. Et au final, je pense peut-être dire que ça vaut aussi le coup peut-être de travailler, de faire en sorte que les enfants... C'est une question de méthodologie, en fait. La méthodologie, après, est applicable partout, plus que la question d'être sur des savoirs. Voilà. Et les parents peuvent aussi s'investir dans l'école à la rentrée, accompagner ou devenir représentant de parents, et aussi mieux comprendre le système éducatif, parce que les études sont longues et l'accompagnement que doivent faire les enfants l'est aussi. Et donc, ils ont tout intérêt à investir là, peut-être même plus que dans un cahier de vacances. Voilà. Julie Denizane, pour conclure. Moi, je dirais que les vacances doivent être un moment de détente, un moment de plaisir et un moment de partage. Donc j'encourage les parents effectivement à faire des tas d'activités avec leurs enfants et puis d'inverser les rôles, que l'enfant joue à la maîtresse ou joue à l'adulte. Des fois, c'est très instructif aussi. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus ce soir. Voilà, c'est la fin de ce 7-8 débat. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro.